Mr. President, Monsieur le Président, Hello. bonjour. what great honor. What great honor and pleasure. Monsieur le Président, c'est un honneur, un signe, un immense plaisir que de vous souhaiter à nouveau la bienvenue ici à Davos. Your new mandate, Vous êtes arrivé your presence. aux affaires de nouveau il y a seulement quelques jours et vous nous impressionnez avec vos premiers résultats. The best as you take on your Tous nos vœux vous accompagnent devant la tâche critique qui vous attend. we face today. Les enjeux auxquels se heurte la planète aujourd'hui sont monumentaux. Le soutien de la direction américaine et votre soutien personnel en la matière sont essentiels et indispensables. Nous sommes ici Policies related pour vous entendre parler des politiques que vous engagez pour relancer l'économie et faire face aux grands enjeux mondiaux. back, Mr. President, Comme vous pouvez vous y attendre, Monsieur le Président, and your foresight vous policies revenez donc aux affaires et les politiques annoncées ont été au cœur de nos discussions cette semaine. discussions among 3,000 Discussions and business parmi quelques 3000 hommes politiques et décideurs capitaines d'industrie venus de plus de 100 pays ici à Davos. Donc, nous voulons vous entendre, Monsieur le Président, business leaders et la discussion se poursuivra entre capitaines d'industrie et hommes politiques sous la houlette de mon collègue Berge Brende. Mesdames et Messieurs, le président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone. Merci Klaus et bonjour à toutes et à tous à Davos. Ce fut une semaine historique aux États-Unis. Il y a 3 jours, j'ai prêté serment et nous entrons dans l'ère dorée, l'âge d'or des États-Unis. L'élection présidentielle a été gagnée par des millions de voix. Les 7 États pivots ont tous été remportés. C'est une première depuis des années. Et certains des commentateurs politiques et même certains de nos adversaires ont reconnu que c'était l'élection la plus frappante en 129 ans de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mais ce qui s'est passé depuis 72 heures, c'est la véritable révolution du bon sens. Bientôt, notre pays sera plus riche, plus puissant que jamais et toute la planète en bénéficiera avec une paix, une prospérité nouvellement acquise grâce à nos actions. Mon administration agit avec rapidité pour réparer les désastres produits par nos prédécesseurs ineptes qui ont été malheureusement aux affaires. Les politiques, les échecs de l'administration précédente, nous en faisons les frais. Quelques 8 trillions de déficits ont été infligés à nos pays par des politiques énergétiques, des réglementations, une fiscalité sans précédent. Le résultat en est là. On a la pire crise de l'inflation dans l'histoire récente, des taux d'intérêt inaccessibles pour presque tout le monde et à travers le monde, les prix des produits alimentaires de presque toutes les autres denrées et produits et services connus à l'humanité ont explosé. Le président Biden a perdu la maîtrise de ce qui se passait dans notre pays, mais surtout avec cette économie inflationniste et les problèmes aux frontières. En raison de ces politiques, les dépenses de l'État représentent 1,5 trillion de plus que ce qui était prévu lorsque moi, j'ai quitté mes fonctions il y a seulement 4 ans. Le coût du service de la dette représente 230% supérieur à ce qui avait été prévu en 2020. Le taux d'inflation dont nous héritons est quand même de 50% supérieur à la cible historique, l'inflation la plus élevée dans toute l'histoire de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où j'ai pris mes fonctions, j'ai pris des mesures pour renverser chacune de ces politiques désastreuses
et notamment pour ce qui concerne l'immigration, le climat, l'inflation. Dès le premier jour, j'ai signé un ordre exécutif qui a instruit à chaque membre de mon cabinet de prendre tous les pouvoirs à leur disposition pour lutter contre l'inflation et réduire le coût de la vie quotidienne. J'ai imposé un gel des recrutements au niveau fédéral, un gel également de l'aide étrangère, et j'ai créé un département de l'efficacité gouvernementale. J'ai mis un terme au Green New Deal que j'appelle l'arnaque verte. J'ai renversé les accords de Paris que nous avions signés et revu le mandat concernant les véhicules électriques pour que chacun puisse acheter le véhicule qu'il souhaite. Il y a une véritable urgence nationale en matière d'énergie pour pouvoir bénéficier de l'or liquide qui est sous nos pieds et apporter des améliorations dans l'infrastructure énergétique du pays. Les États-Unis est le plus grand pays en production de gaz, de pétrole. Nous allons nous en servir pour réduire le coût de presque tous les biens et services disponibles, mais faire des États-Unis une superpuissance de production et nous doter d'intelligence artificielle et de crypto-monnaies. Mon administration a également lancé la plus grande campagne de déréglementation de toute son histoire, dépassant même les exploits de notre dernier mandat. En tout, quelques 50 000 dollars de coûts supplémentaires ont été imposés au cours des 4 dernières années aux citoyens américains. Je vais pouvoir éliminer 10 règlements pour chaque règlement adopté, ce qui rapportera à chaque famille américaine 40 000 dollars. Et ceci sera voté aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Et les réductions d'impôts les plus importantes seront votées aux États-Unis, notamment pour les familles ouvrières, mais également réduire la fiscalité des producteurs nationaux. Nous travaillons d'ailleurs avec les démocrates, avec le Parti démocrate, pour réintroduire les réductions d'impôts qui avaient été convenues. Vous pouvez le lire dans la presse. Mon message auprès des entreprises du monde entier est très simple. Fabriquez vos produits aux États-Unis et vous bénéficierez de la fiscalité la plus faible de la planète. Et ceci va même au-delà des réductions initiales de notre administration, de l'administration précédente. Mais si vous voulez faire affaire ailleurs, vous serez confronté à des tarifs douaniers. Alors le montant variera, mais il représentera des centaines de milliards de dollars, voire des trillions de dollars qui viendront renforcer nos finances pour rembourser la dette américaine. Sous l'administration Trump, les États-Unis seront le meilleur endroit pour créer de l'emploi, construire des usines, faire des affaires. Tout ce qui se fera aux États-Unis en bénéficiera et on voit déjà les résultats. Même dans cette salle magnifique que vous avez ici à Davos, mes amis américains peuvent montrer le nouvel esprit de confiance dans l'avenir, quelque chose d'inégalé depuis des dizaines d'années. Dès que mon élection a été annoncée, l'optimisme est revenu dans les milliers d'affaires. L'indice de confiance a gagné 41 points en 24 heures. SoftBank a annoncé entre 100 et 200 milliards d'investissements dans l'économie américaine du fait du résultat de l'élection. Et Oracle, SoftBank et OpenAI ont annoncé 500 milliards d'investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et d'autres entreprises ont annoncé des milliards et des milliards de dollars, ça fait des trillions à la fin, d'investissements destinés à l'économie américaine. Il a également été annoncé dans la presse américaine que l'Arabie saoudite investira à hauteur de 600 milliards de dollars aux États-Unis et le prince héritier d'Arabie saoudite a proposé de porter ce chiffre à 1 trillion de dollars en réponse à nos bons et loyaux services et nous allons en contrepartie réduire le coût du pétrole et je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait avant l'élection. Bon, j'ai été un peu étonné que le prix du pétrole n'ait pas baissé parce que si le prix du pétrole baissait, la guerre avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie s'arrêterait tout de suite. Actuellement, la guerre se poursuit, mais il faut réduire le prix du pétrole si l'on veut mettre un terme à la fin. Alors, pourtant, l'Arabie saoudite est dans une large partie
responsables de ce qui se passe. Il y a des milliers, voire des millions de vies qui seront perdues à cause de ce conflit. Mais à l'annonce des élections, les prix du pétrole ont commencé à baisser, les taux d'intérêt également, et ce dans le monde entier. On ne peut que se féliciter de ce progrès grâce à notre élection, à notre victoire électorale, qui est maintenant bien reconnue à travers le monde. Les choses bougent à travers le monde. On se dit que la lumière brille dans le monde entier grâce à ces élections. Et même les pays avec lesquels nous ne sommes pas particulièrement amis se félicitent de notre élection car ils comprennent qu'il y a un avenir pour eux. Et sous notre direction, l'avenir sera radieux. L'Amérique est ouverte, nous pouvons faire affaire avec le monde, nous pouvons mettre un terme à l'invasion aux frontières sud de notre pays. Et là encore, parce que nous avions des flux absurdement élevés, j'ai décidé d'y mettre un terme. Il y a une urgence nationale à nos frontières pour arrêter immédiatement les entrées illégales sur le pays et le retour au pays des clandestins. Comme vous le savez, vous avez vu déjà dans la presse, nous avons déployé des moyens considérables de la garde nationale américaine, des forces armées, pour repousser. C'est une invasion, c'était une invasion. Nous ne permettrons pas à notre pays d'être envahi ainsi. Pendant 4 années, les États-Unis, qui maintenant seront de nouveau un pays fort, souverain, et j'ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis sont également de nouveau un pays libre. Il y a un ordre exécutif qui a mis un terme à toute censure de l'État. Nous n'allons pas censurer la parole de nos citoyens, la qualifiant de désinformation ou de fake news, qui sont les mots favoris de ceux qui souhaitent entraver le libre-échange d'idées. Nous voulons la liberté d'expression dans notre pays et nous l'avons dit clairement, il y a un autre ordre exécutif historique. Nous avons décidé de lutter contre cette arme de censure, contre le peuple américain et même contre la classe politique. Mon administration a pris des mesures pour abolir toute forme de discrimination et toute cette absurdité de diversité, inclusion, qui était une absurdité, tout ce régime-là, nous avons décidé d'y mettre un terme et on peut s'attendre à des décisions importantes de la Cour suprême. Une fois de plus, les États-Unis seront un pays de méritocratie. C'est un pays qui sera basé sur le mérite, c'est ce que j'appelle une méritocratie et cela sera la politique officielle des États-Unis. Il y aura également maintenant, et à partir de dorénavant, que de 2 sexes, masculin et féminin, des hommes et des femmes. Vous n'allez plus trouver des hommes qui participeront à des compétitions sportives féminines. Ce sera fini. Le bon sens revient aux États-Unis. Nous ramenons la paix, la stabilité, non seulement chez nous, mais surtout à travers le monde. Et j'ai invité nos alliés à porter à 5% du PIB leur budget de défense. C'était le taux officiel. La plupart des pays s'en tenaient à 2%. J'ai insisté pour que chacun paye sa juste part, parce que ce qui se passait, c'est que c'était les États-Unis qui payaient la différence. C'était injuste pour les États-Unis et maintenant, les choses bougent, mais ça fait des années que les choses sont injustes envers les États-Unis. Avant même de prendre mes fonctions, mon équipe a négocié un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient qui ne se serait jamais produit sans nous. Et je pense que la plupart des gens dans la salle le savent. Au début de la semaine, il y a eu la première libération des otages qui sont revenus dans leurs familles. Et évidemment, il y a de plus en plus d'otages libérés. C'est quand même quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Voir enfin un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, ça c'est encore essentiel parce que c'est un champ de bataille meurtrier. Il y a des millions de soldats qui sont tués sur ce champ de bataille. On ne le voit pas, ceci se passe dans les coulisses, mais c'est une terre où des millions de Russes et d'Ukrainiens qui sont là, dans cette terre de désolation. Il est temps de mettre fin à ce carnage et aux États-Unis, il y a des événements importants qui vont venir. L'année prochaine, il y aura le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis et je suis vraiment fier
d'être le président des États-Unis pour cet anniversaire important. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a la Coupe du Monde. Et Gianni est dans la salle. Gianni Infantino, qui a joué un rôle essentiel pour que la Coupe se déroule chez nous. Je tiens à le remercier de cela. Et puis les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, là encore, j'ai joué un rôle essentiel lors de mon premier mandat. Et en sautant un mandat, la bonne surprise, c'est que je peux présider à ces Jeux Olympiques. Alors, quelque chose malheur est bon, et je serai donc président pendant aussi bien la Coupe mondiale, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et donc le 250e anniversaire de notre pays. Et en l'espace de 4 jours à peine, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 4 jours. Nous avons réalisé en 4 jours ce que d'autres ont mis 4 ans à mettre sur pied. Eh bien, maintenant, notre pays brille d'une nouvelle lumière. Et il faut dire qu'au cours des 4 dernières années, notre pays a durement souffert. Nous allons revenir en force, rendre notre pays plus beau, plus fort que jamais. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici. J'aurais bien aimé être parmi vous en personne, mais l'inauguration était il y a 2 jours. Ce serait un petit peu serré pour arriver ou pour faire de Davos mon premier voyage, mais j'ai entendu le public, j'ai beaucoup d'amis parmi vous, et je répondrai à vos questions, aux questions du panel distingué ici présent. Thank you very much, Mr. President. Merci, Monsieur le Président, pour ce message puissant. J'aimerais que vous puissiez entendre ces applaudissements nourris qui ont salué votre discours. Mais l'année prochaine, vous serez là en présence, en personne. Nous espérons vous retrouver parmi nous l'année prochaine. Monsieur le Président, vous êtes ici pour échanger avec un panel de capitaines d'industrie de rang mondial. Alors, en commençant par quelqu'un que vous connaissez certainement, Steve Schwarzman, qui est président directeur général et cofondateur du groupe Blackstone. Steve? Bonjour, Monsieur le Président. Le prince héritier d'Arabie Saoudite sera ravi d'apprendre que vous avez tenu les propos qui furent les vôtres cet après-midi. Vous avez passé 4 jours d'une activité inimaginable, en tout cas, toutes mes félicitations. Mais j'aurais une question pour vous qui concerne certaines des choses que j'ai observées ici à Davos. C'est un forum remarquable où j'ai pu rencontrer des tas de gens, comme d'habitude. Je crois que ça fait 30 ans que je viens. Et ce que je vois, c'est que la communauté des milieux d'affaires européens a exprimé une certaine frustration face au régime réglementaire de l'Union européenne elle-même. Les hommes d'affaires attribuent la faible croissance de l'économie européenne à ce fardeau réglementaire imposé par l'Union européenne. Et de votre côté, vous avez adopté une approche entièrement différente. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce qui sous-tend votre démarche? Comment vous vous proposez d'atteindre vos objectifs? Quels résultats attendez-vous de vos initiatives? Eh bien, merci Steve et félicitations. Vous avez mené une carrière époustouflante et je ne peux que te souhaiter une excellente continuation dans ce remarquable projet qui est le tien. Tu parlez de l'Union européenne et j'ai beaucoup d'amis parmi les chefs d'État, de gouvernement du monde entier. Pendant les 4 ans de mon premier mandat, j'ai appris à connaître beaucoup de ces dirigeants et c'est vrai que nombreux sont ceux qui se sentent frustrés. Le temps qu'il faut pour obtenir des autorisations, les considérations, les contraintes écologiques qui leur mettent des bâtons dans les roues, je comprends tout cela. Dans ma vie privée et personnelle, le monde
a toujours été un petit peu turbulent, mais quand je menais moi-même une vie plus simple, en simple particulier, j'avais un projet en Irlande. Il fallait obtenir une approbation pour faire tourner ce projet. Il m'a fallu une semaine pour obtenir l'autorisation des autorités irlandaises. Tout s'est bien passé de manière très efficace. Mais on m'a dit qu'ensuite, il fallait obtenir le feu vert de l'Union européenne. Et là, il fallait attendre 5 à 6 ans. Et il fallait me lancer. Ça, c'était avant de me lancer en politique. Et je me suis dit, non, je ne vais pas passer 5 ou 6 ans. Ça aurait été un gros investissement, ça aurait été un beau projet, ça aurait été utile pour tout le monde. Mais j'ai renoncé. Et je suis allé voir l'Union européenne pour voir s'il y avait moyen d'accélérer un peu les choses. On m'a dit non, c'était 5 ou 6 ans. Il fallait 5 ou 6 ans pour obtenir un accord que j'ai pu obtenir en une semaine en Irlande. Et c'est là que j'ai commencé à avoir affaire à l'Union européenne et j'ai vu qu'il y avait effectivement des problèmes. J'ai même pas pris la peine de déposer mon dossier, ou alors si j'ai déposé, je l'ai retiré parce que bon, il faut être précis. Je veux pas qu'on me critique. Il faut pas qu'on dise ah oui non il avait déposé son dossier. Non, soyons précis. Je ne pense pas l'avoir déposé, mais si j'ai déposé, je l'ai retiré. Voilà, comme ça, j'allais pas attendre 5 ou 6 ans pour obtenir une autorisation, une approbation. Mais dans les milieux d'affaires, on dit que là, tout le problème est là. Et du point de vue de l'Amérique, l'Union européenne nous traite de manière très injuste. Il y a une très grosse fiscalité, tout le monde le sait. L'Union européenne ne veut pas acheter nos produits agricoles, nos voitures, mais par contre, ils nous envoient par millions leurs propres produits agricoles, leurs propres voitures, des choses que nous voudrions faire nous-mêmes. Alors, il peut s'agir de tarifs douaniers non financiers, mais des barrières non tarifaires qui empêchent nos produits et nos services d'arriver en Europe. Et c'est ça qui creuse un déficit qui se chiffre en centaines de milliards de dollars. Personne ne se satisfait d'une telle situation et l'Union européenne doit accélérer les choses. J'ai des amis dans certains pays européens, des gens très bien, qui veulent pouvoir être de meilleurs acteurs économiques, qui veulent pouvoir rivaliser avec nous, mais les choses peuvent s'accélérer facilement, il suffit de le vouloir. Essayons d'être constructifs. J'aime l'Europe, j'aime les pays européens, mais les processus administratifs sont lourds et, encore une fois, les États-Unis d'Amérique sont traités de manière très injuste par la voie fiscale et par les autres formes de barrières tarifaires ou non. J'ai reçu un appel d'une très grosse compagnie aérienne dont le président m'a dit « Est-ce qu'il y a moyen de nous aider ?» Parce que c'est très très difficile d'atterrir en Europe. Il y a des taxes aéroportuaires pour chaque opération, alors qu'en Chine, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu des affaires. Alors, Apple a été traîné en justice et apparemment, il y avait une affaire qui a été emportée qui a rapporté 15 ou 16 milliards d'amendes de Apple, à peu près la même chose pour Google ou Amazon. Vous avez des entreprises américaines, qu'on les aime ou non, ce sont des entreprises américaines et il n'est pas juste qu'elles soient traitées ainsi. Et c'est une forme, là encore, de fiscalité déguisée, ce système d'amende. Donc, nous avons des griefs vis-à-vis de l'Union européenne. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous donnons la parole à l'un de vos amis dans l'Union européenne, Patrick Pouyanné, qui est président, directeur général de Total Energy. Je pense que vous avez, Patrick, une question pour le Président. Monsieur le Président, l'énergie est votre priorité et c'est moi qui représente le secteur de l'énergie. Total Energy est le quatrième groupe d'électricité, de pétrole et de gaz au niveau mondial. Alors, je sais ce que vous attendez de nous, je ne vais pas vous interroger dessus, en tout cas pour ce qui est du pétrole. Mais parlons du gaz. Notre groupe est le plus gros exportateur, ou plutôt
nous importons la plus grande la plus grande quantité de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Et nous avons investi dans d'énormes projets à hauteur de 20 milliards. Alors, on n'est pas aux 200 milliards, mais quand même 20 milliards de dollars investis dans un projet pour le gaz liquéfié naturel américain pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Alors, certains estiment que si trop de projets de gaz naturel liquéfié se développe aux États-Unis, sera un effet inflationniste sur le prix du gaz aux États-Unis. Et donc, on propose de mettre un terme, ou en tout cas de mettre en suspens ce programme. Que pensez-vous d'une telle pause dans les investissements énergétiques aux États-Unis? Que se passerait-il si vous constatiez une inflation du prix du gaz en raison de ces exportations vers l'Europe? Et troisième question importante pour l'Europe, seriez-vous d'accord pour assurer la sécurisation de l'approvisionnement du gaz naturel liquéfié en Europe? Sur la dernière partie de votre question, la réponse est oui. Je veillerai à ce que vous ayez ce que vous attendez, parce que tout le monde rencontre le même problème. Parce que souvent, on se met d'accord et puis l'approvisionnement ne suit pas pour des raisons techniques ou autres. Donc, nous y verrons. Le GNL est un bel exemple, puisque l'un de mes premiers dossiers était le suivant. On voyait qu'il y avait deux énormes usines en Louisiane, un État qui m'a élu avec de nombreuses longueurs d'avance. Et donc, j'avais une dette de reconnaissance avec la Louisiane. On dit, voilà, il y avait deux usines qui sont sous l'examen des autorités environnementales, et je crois que c'était des usines qui valaient 12 à 15 milliards chacune, mais qui n'arrivaient pas à obtenir leur permis auprès des autorités environnementales, et ce depuis des années, depuis une dizaine d'années, je crois. Alors je dis non, c'est absurde. Je connais les dossiers parce que dans le secteur du bâtiment, il y a le même problème. Au bout d'un moment, j'ai su y faire, mais enfin, je suis allé voir donc les projets, et là, c'était un investissement de 25 à 30 milliards de dollars. Et ils n'arrivaient pas à obtenir leur permis de construire. Et j'ai pu régler le problème en une semaine, en moins d'une semaine. Et quand je les ai appelés pour l'annoncer, vous avez des pays tels que le Japon, enfin plusieurs pays qui étaient impliqués dans ce projet, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Et je leur ai dit, ben non, ne payez pas des frais de consultant. La seule personne qui a réussi à faire ça, c'était moi. Je voulais le faire pour les États-Unis. Les autres pays en ont bénéficié, mais les consultants n'avaient rien à voir avec tout ça. Eux, ils se font payer des honoraires de 2 millions de dollars. Personne m'a payé pour ça, mais je voyais que c'était un problème. Je l'ai réglé parce que c'était ce qu'il fallait faire pour les États-Unis, mais également pour nos partenaires à l'étranger. Donc, tout ça pour dire que, bon, c'est important, mais là où je ne suis pas d'accord, plus on en fait, plus les prix, au contraire, vont baisser plutôt qu'augmenter. Et moi, je veux donner des approbations, des autorisations rapidement aux États-Unis, comme les projets d'intelligence artificielle. J'ai parlé à beaucoup d'interlocuteurs, ce sera une grosse affaire. Eh bien, nous allons construire des installations de production d'électricité géantes, et dans le cadre des déclarations d'urgence, ce sont des décrets qui peuvent être promulgués sans avoir à attendre des années. On peut multiplier par 2 la production énergétique aux États-Unis pour permettre à l'intelligence artificielle de gagner l'importance qu'elle doit avoir, parce que c'est quand même un business très compétitif. Je pense à la Chine, je pense au Japon, et donc pour permettre aux constructeurs américains de s'y mettre immédiatement. Et c'était encore une fois ma propre idée, parce que personne ne pensait que c'était possible. C'est pas que les gens n'aient pas l'intelligence, on a affaire à des gens extrêmement intelligents au contraire, mais ce que je disais, voilà, il faut construire des centrales d'électricité qui soient à côté de ce centre de création d'intelligence artificielle. On dit non, vous plaisantez? Je dis non, je ne plaisante pas. Regardez le réseau électrique, il est vieux, il est désuet, et si vous n'arriverez pas à tirer l'électricité qu'il faut pour faire tourner votre projet d'intelligence artificielle, donc on va construire la centrale électrique
avec tout ce qu'il faut. Ils vont peut-être même se servir de charbon comme du charbon propre, comme backup s'il y avait un problème. Si par exemple vous parlez de gaz et de pétrole, si je ne sais pas, il y avait une canalisation qui éclatait ou que sais-je, il y a du charbon aux États-Unis qui est là, qui sera à côté de l'usine. Donc si en cas d'urgence, on pourra à court terme avoir recours à ce charbon très propre, encore une fois, pour dépanner. Ça, c'est une chose à laquelle personne ne pensait, mais rien ne peut détruire le charbon. Hein. Aucune bombe, aucun événement météorologique ne peut compromettre le charbon qui restera là. Le charbon est une solution de secours extrêmement précieuse qui ne coûtera pas très cher. Et on a plus de charbon que tout le monde, on a plus de pétrole, de gaz que tout le monde. Enfin, nous veillerons à ce que ces usines disposent de leur propre centrale électrique qui sera connectée directement à l'usine où sera développée, ou à ce projet où sera développée l'intelligence artificielle, et les autorisations suivront rapidement. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je vais maintenant passer à un autre PDG que vous connaissez bien, Brian Moynihan, PDG et président de la Banque d'Amérique, Bank of America. Merci, Monsieur le Président. Félicitations à vous et à votre famille. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, vous êtes venu et on a rencontré 150 présidents et vous avez parlé avec eux de vos politiques et de vos procédures. Eh bien, cette année, vous n'êtes pas en présence ici. Ça a été une semaine avec tous les décrets présidentiels que vous avez signés sur l'immigration, sur le commerce et d'autres sujets dont vous avez été très occupé. Et en tant que représentant des États-Unis ici, nous avons beaucoup de questions concernant tout ce que cela signifie et comment que cela va se relier avec la prospérité, la croissance du marché boursier, la croissance économique, la diminution des prix, à la vitesse à laquelle vous allez signer ces décrets et comment vous allez équilibrer le succès, la croissance du PIB, la diminution de l'inflation et une bonne opinion de la part des citoyens américains. Je crois qu'effectivement, ça va faire baisser l'inflation, ça va augmenter l'emploi, on va créer des emplois, les sociétés vont venir aux États-Unis. 21%, on passe à 40%, on est passé à 21% sur l'impôt sur les sociétés au lieu de 40%. Et il y a dans certaines villes même plus de 40% d'impôt sur les sociétés qui va être diminué. Et on va même passer en dessous de 21% à 15% si les produits sont fabriqués aux États-Unis. Donc on arrivera au taux d'imposition sur les sociétés le plus faible. 21, c'est déjà bas par rapport aux autres pays du monde, et 15, c'est pratiquement inouï. Et c'est certainement le taux d'imposition le plus bas par rapport aux grands pays, aux pays riches, aux pays industrialisés. Donc on va diminuer les impôts sur les sociétés à 15% si les productions se font aux États-Unis. Cela va permettre évidemment de faire beaucoup de buzz. Et une déduction de 1 an aussi à l'origine. Et c'est incroyable l'impact que cela a eu, cette déduction des impôts pendant une année. Après, au bout d'un an, ça diminue, ça expire, mais on va revenir là-dessus lorsque l'on va renouveler la taxe Trump. Il faut que les démocrates l'approuvent, ils ne l'ont pas approuvé, mais je ne vois pas comment ils peuvent survivre avec une augmentation de 45% des impôts, parce que c'est ça que ça serait. On travaille là-dessus, on travaille avec eux depuis un certain temps, et je crois que ce n'est pas facile pour un groupe politique de dire on va faire payer 45% de plus à la population. Donc pour les petites et moyennes entreprises, on va faire baisser l'impôt sur les sociétés à 15%, et c'est incroyable. D'ailleurs, à votre sujet, vous avez fait un excellent travail, mais j'espère que vous allez commencer à ouvrir vos banques aux conservateurs, parce que les conservateurs disent que les banques ne veulent pas travailler avec eux, et ça inclut dans la liste Bank of America. Alors, je ne sais pas si ce sont les régulateurs qui l'ont imposé avec l'administration Biden, mais vous, Jamie, j'espère que vous allez ouvrir vos banques et vos services aux conservateurs. Ils en ont besoin. Monsieur le Président, votre ami Gianni est là et on va sponsoriser la Coupe du Monde pour cet été et pour l'année prochaine. Merci beaucoup et merci d'organiser la Coupe du Monde aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. On va passer à Anna Botín
président du Banco Santander, l'une des plus grandes institutions bancaires européennes et également présente aux États-Unis. Anna? Monsieur le Président, félicitations pour cette victoire historique. Je ne pense pas que vous me connaissiez aussi bien que les autres membres de la table ronde. Donc, quelques mots à mon sujet. Santander, c'est l'une des plus grandes banques au monde par nombre de clients, 170 millions, ce qui veut dire plus que mon ami Brian et plus que mon ami Jamie. Des réglementations. Attendez, laissez-moi y venir. Oui, c'était un coup sous la ceinture. Alors, nous sommes un gros investisseur aux États-Unis. Nous avons des millions de clients, 12 000 salariés. Nous sommes l'un des plus grands établissements de crédit. Nous venons de lancer une banque totalement numérique, Open Bank. Nous croyons que le secteur bancaire joue un rôle essentiel dans l'économie et que nous pouvons accélérer la croissance et aider de plus en plus de clients. C'est ce que nous faisons aux États-Unis, d'ailleurs. Donc, comme l'a dit Brian, très justement, nous aimerions voir justement ce que vous allez faire pour la déréglementation et la diminution du poids de la bureaucratie. Quelles sont vos priorités dans ce domaine? C'est ma question. Et à quelle vitesse est-ce que cela va se produire? Merci infiniment pour votre réponse. Merci beaucoup et félicitations à vous aussi. Je connais votre banque, je la connais bien. Je sais que vous avez fait un excellent travail, donc félicitations. Nous allons avancer très très vite. Nous avons déjà avancé très vite. Nous avons fait pas mal de choses en 3 jours. Personne ne pensait qu'on pouvait le faire en plusieurs années. Nous l'avons fait en 3 jours. Ça aura un impact sur l'économie, un impact positif énorme. Il y a eu tellement de gaspillage et le New Deal vert a été une véritable catastrophe. C'est incroyable qu'on ait pu faire cela. Et ça a été conçu par des personnes qui étaient très moyennement brillants, qui n'avaient même jamais eu une formation sur l'énergie ou l'environnement. Vous vous souvenez qu'on disait que le monde allait disparaître en 12 ans, que c'était la fin du monde, et on a survécu, et on a prouvé qu'ils avaient tort. Et pourtant, ils ont fait peur. Ils ont fait peur aux démocrates. Je ne sais pas pour les républicains. Peut-être que les républicains ont résisté, mais on a gaspillé tellement d'argent. Et pendant mes 4 années de mandat, on avait l'industrie la plus productive, l'économie la plus productive, jusqu'au Covid. Jusqu'au Covid, nous avions, dans l'histoire de notre pays, la période la plus productive de tous les temps. Et si vous regardez même dans le reste du monde, je crois qu'on était meilleur que tous les autres, y compris la Chine et les autres. Donc je pense que, avec ce que nous avons appris et avec tout ce qui s'est passé, nous pouvons même faire encore mieux, faire beaucoup, beaucoup mieux. Cela dit, il y a une chose qu'on va demander, exiger, ce sera du respect de la part des autres nations. Le Canada, on a un déficit avec le Canada, nous n'en voulons plus. Je ne sais pas si c'est bon pour eux, ça ne l'est pas pour nous. Et vous le savez certainement, on leur a dit qu'ils pouvaient devenir un État des États-Unis s'ils le souhaitaient. Alors, bon, peu importe, le Canada est très dur en affaires depuis des années. Ce n'est pas juste qu'il y ait 200 ou 250 milliards de déficit de la balance commerciale entre eux et nous. On n'a pas besoin de leurs voitures, on n'a pas besoin de leur bois, on a nos propres forêts, on n'a pas besoin de leur pétrole et de leur gaz, on en a assez, on en a plus que les autres. Donc c'est juste un exemple. Avec le Mexique, ça se passe plutôt bien avec le Mexique et on traite bien le sujet. Donc on veut juste être traité avec justice par les autres pays parce que je ne crois pas qu'il y ait un autre pays dans le monde entier. D'ailleurs, c'est de notre faute, hein, c'est la faute de nos politiciens, probablement à cause de leur stupidité. Bon, il y aura peut-être d'autres raisons à invoquer, mais probablement leur bêtise. Ils ont permis à d'autres pays de tirer l'avantage par rapport aux États-Unis. Et il faut considérer la valeur de nos actifs, mais peu importe, ce n'est pas ça. Nous ne voulons que la dette soit oblitérée et qu'elle le soit rapidement. Et il va ensuite se passer de très bonnes choses. Et de très bonnes choses pour le monde entier, pour les gens qui commercent avec nous, nos alliés et les autres. Et ce qui est très important,
c'est que je voudrais rencontrer le président Poutine rapidement pour mettre un terme à ce conflit. Et pas uniquement pour l'économie, non, non, c'est autre chose. Ce sont des millions de vies perdues, gaspillées, de jeunes gens magnifiques qui sont abattus, qui tombent sur le champ de bataille, qui sont disséminés dans les champs. Et malheureusement, on ne peut pas fuir devant une balle. Et la seule chose qui arrête une balle, c'est le corps humain qu'elle atteint et qu'elle traverse. Et c'est un carnage, littéralement, ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on mette un terme à ce conflit. Ce conflit est horrible. Et je ne parle pas d'économie, je ne parle pas de ressources naturelles, je parle de ces vies humaines, de ces jeunes hommes et femmes qui sont tués dans la guerre, y compris ceux qui ont été tués lorsque les villes ont été bombardées et les bâtiments détruits. Même chose pour le Moyen-Orient. On a fait des progrès dans le Moyen-Orient et je pense que ça va bien se terminer, je pense. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les relations dans le monde sont très importantes entre les États-Unis et la Chine. 28% de l'économie mondiale pour les États-Unis, 20% pour la Chine, donc c'est presque à la moitié du PIB mondial. Le président Xi Jinping, vous l'avez appelé au téléphone vendredi dernier. Apparemment, vous avez eu une bonne discussion. Comment voyez-vous la relation entre les USA et la Chine pour les 4 prochaines années sous votre direction? C'est lui qui m'a appelé. Mais oui, ça s'est bien passé. Je pense que nous aurons une excellente relation. On veut juste être à égalité, que ce soit juste, que nos relations soient justes. Nous ne voulons pas de déficit de la balance commerciale par rapport à la Chine. 1,1 milliard de dollars de déficit, c'est injuste. C'est ridicule, c'est vraiment tellement injuste. Il faut juste rétablir la justice, rien de phénoménal, juste une relation basée sur la justice. Pour l'instant, il y a un déficit qui est en notre défaveur, et c'est vrai pour d'autres pays asiatiques d'ailleurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer, et nous n'allons pas nous permettre de continuer. J'aime beaucoup le président Xi Jinping, je l'ai toujours apprécié, nous avons toujours eu une excellente relation, ça a été compliqué avec le fait que le Covid est venu de Wuhan, ça a rendu les relations plus difficiles pour beaucoup de gens, et certainement la nôtre de relation en a souffert, mais sinon nous avions toujours eu une bonne relation et je pense que nous allons avoir une bonne relation avec la Chine, je l'attends avec impatience et j'espère qu'ils nous aideront à mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont du pouvoir, ils ont la possibilité. Et durant cette conversation téléphonique avec le président Xi, nous en avons parlé et j'espère que nous travaillerons de concert pour mettre un terme à ce conflit. Nous voudrions également observer une dénucléarisation avec le président Poutine, avec une réélection, un résultat d'élections qui ont été ridicules. Nous avions parlé de la dénucléarisation entre nos deux pays et la Chine pourrait nous suivre. Bon, ils ont un armement nucléaire bien inférieur au nôtre, mais à un moment donné, ils vont quand même nous rattraper dans les 4 ou 5 prochaines années. Donc, le président Poutine a beaucoup apprécié l'idée de diminuer la puissance nucléaire et nous voudrions que le reste du monde nous suive, y compris la Chine, et je crois que la Chine a aimé l'idée. Alors, on a dépensé énormément d'argent sur les armes nucléaires et la capacité destructrice est tellement gigantesque qu'on ne peut même pas en parler. Ça dépasse l'entendement, ça nous mettrait dans un état de dépression. Mais la dénucléarisation, c'est quelque chose de possible. Et je peux vous dire que le président Poutine est d'accord. Enfin, lui et moi, on veut le faire. On a eu une très bonne conversation avec la Chine. Il pourrait être impliqué. Et je crois que ça va nous permettre d'obtenir des choses incroyables pour la planète. Monsieur le Président, quand vous reviendrez à Davos l'année prochaine, est-ce qu'il y aura un accord de paix avec l'Ukraine d'ici là, entre la Russie et l'Ukraine? Ça, il faut poser la question à la Russie. L'Ukraine, j'en suis certaine, est prête à signer un accord de paix. De toute façon, cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été le président à l'époque, cette guerre ne se serait jamais produite. Et d'ailleurs, elle n'a pas démarré pendant ma présidence, pendant mon mandat. Je ne vois pas comment ça aurait pu se produire. Le président Poutine ne l'aurait pas fait.
si j'avais été le président. Et des choses horribles ont été faites, dites, beaucoup de bêtises de tous les côtés. Et maintenant, des villes qui sont bombardées, détruites, des pertes humaines considérables. En Ukraine, il y a beaucoup plus de gens qui sont décédés qu'on ne le dit. Les pertes humaines sont supérieures à ce que l'on a dit maintenant. Il y a des villes qui sont des déserts, qui sont la désolation, qui ont été détruites par les missiles. Et on vous dit, ah, une personne a été blessée suite au bombardement. Ce n'est pas vrai chaque fois. Et ce sont des immeubles entiers qui s'effondrent. Et il y a des dizaines de personnes qui meurent. Il y a des bâtiments, ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai vu ça, d'énormes bâtiments qui ont été détruits. Et je suis sûre qu'ils contenaient de nombreux habitants. Et on vous dit, 2 personnes ont été blessées pendant le bombardement. Je n'y crois pas. Je suis certain qu'il y a beaucoup plus de pertes humaines en Ukraine qu'on ne le dit et qu'on ne l'imagine, mais si vous regardez les pertes humaines, évidemment, ce sont souvent des soldats qui sont face à des fusils, mais également des drones. C'est une nouvelle forme de guerre, la guerre avec les drones. Et vous voyez des photographies de champs que je ne veux pas voir, que je ne veux jamais plus voir, parce que ça ne sera jamais plus pareil. Merci infiniment, Monsieur le Président. Au nom des 3000 participants du sommet ici à Davos, nous aimerions souligner qu'avoir participé le 4e jour de votre présidence, c'est quelque chose que nous avons énormément apprécié et nous sommes prêts à vous accueillir en personne l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre participation et meilleurs vœux de Davos. Merci à vous. Sorry, I had to say that.